Persée n'eut aucune difficulté à repérer le grand chêne mort. Il creusa entre les deux plus grosses racines et déterra ce qui ressemblait à une plaque d'égout enveloppée dans du cuir huilé. Il souleva un coin de la couverture et fut ébloui par l'éclat d'un bouclier en bronze. Même dans la pénombre de la forêt, sa surface réfléchissait assez de lumière pour causer un accident de la circulation. Il jeta un coup d'œil au fond du trou qu'il venait de creuser et aperçut un objet long et mince, également enroulé dans du cuir. Il le ramena à la surface et déballa une épée avec une poignée en bronze. Il la tira de son fourreau en cuir noir et eut un sourire satisfait. La lame était parfaitement équilibrée et semblait aussi coupante qu'un rasoir. Afin de s'en assurer, il la testa sur une branche du chêne. La lame la trancha net, ainsi que le tronc épais, coupant l'arbre en deux aussi aisément que s'il était en pâte à modeler. « Waouh, ça va le faire !» exulta Persée. « Sois prudent avec ça, » dit une voix de femme. Persée se retourna et faillit décapiter Athéna. Il la reconnut au premier regard. N'oubliez pas qu'il avait grandi dans son temple, entouré de statues, d'étendards, de mugs et de sous-verts à l'effigie de la déesse. Elle portait une robe blanche sans manches et un casque coiffait ses longs cheveux noirs. Elle tenait une lance et un bouclier rectangulaire étincelant de magie. Son visage était d'une beauté un peu effrayante, comme il convient à une déesse guerrière, et le gris de ses yeux, contrairement à celui qui baignait l'île, dégageait une énergie féroce. Persée tomba à genoux. « Pardon, déesse, j'ai failli te couper la tête. »« Il n'y a pas de mal. Relève-toi. » Persée obtempéra. Les ailes de ses sandales s'agitaient nerveusement. « Ces armes, elles sont pour moi ?» demanda-t-il. « Je l'espère. Je les ai enterrées au pied de ce chêne, sachant qu'un jour viendrait un héros digne de délivrer Méduse de son sort. La malheureuse n'a que trop souffert, tu ne crois pas ? » « Je ne suis pas sûre de comprendre. Tu as l'intention de lui rendre sa forme humaine ? » ?»« Non, pas du tout. Je compte sur toi pour lui trancher le cou. »« Ah oui, j'aime mieux ça. »« Moi aussi. Mais comment vas-tu procéder ? Tu profiteras de la journée pour t'introduire dans la grotte pendant que les gorgones dormiront ? Méduse a la peau aussi épaisse que le cuir d'un éléphant. La lame de cette épée a été spécialement conçue pour la pénétrer. »« Et le bouclier ? » ?»« Ah, j'ai pigé. Je devrais l'utiliser comme un miroir et ne regarder que le reflet de Méduse pour éviter d'être pétrifiée. » Athéna eut un sourire approbateur. « Bien, je constate que tu as retenu les leçons de mes prêtres. Mais attention, même morte, la tête de Méduse conservera son pouvoir. Tu devras la garder à l'abri dans ton sac et éviter de la montrer, à moins que tu ne veuilles changer quelqu'un en statue de marbre. » Persée engrangea soigneusement cette information. « Et les deux autres gorgones ? Demanda-t-il. « Oh, tu n'as pas à t'en faire pour elles. Elles ont le sommeil lourd. Avec un peu de chance, tu auras déjà quitté la caverne qu'elles dormiront encore. Et même si tu le voulais, tu ne pourrais pas les tuer. Contrairement à Méduse, elles sont immortelles. »« Pourquoi ? » ?»« Je n'en ai pas la moindre idée, c'est comme ça. Mais si jamais elles se réveillent, je te conseille de filer en courant. » Le jeune homme devait avoir l'air vraiment terrifié car la déesse étendit le bras dans un geste de bénédiction. « Tu peux y arriver, Persée. Tâche de nous faire honneur, à moi, à Hermès et à ton père Zeus. Évite de gaffer et tout se passera bien. » Submergée par une émotion soudaine, Persée voulut serrer Athéna dans ses bras, mais elle se dégagea. « Oh là, bah les pattes, gamin, je te préviens, je suis chatouilleuse. »« Ah, pardon, je... c'est rien. Allez au boulot. Bonne chance, Persée. » La déesse disparut dans un éclair. Persée entendit les sœurs grises hurler « Vengeance !» dans le lointain, et il décida qu'il était temps de se mettre en route. Les abords de la grotte de Méduse évoquaient une vente au déballage de statues des jardins. Comme l'avaient dit les sœurs grises, elle se trouvait au flanc d'une falaise abrupte qui surplombait la mer. Le sentier étroit qui y conduisait accueillait une collection de guerriers en marbre grandeur nature. Certains brandissaient une épée, d'autres se cachaient derrière un bouclier. Tous avaient la même expression d'horreur absolue. Tandis que le soleil s'élevait derrière la falaise, les jeux d'ombre sur les statues leur donnaient l'apparence de la vie, entretenant la nervosité de Persée. Comme il volait, il n'avait pas affronté le sentier escarpé. Étant invisible, il ne risquait pas d'être vu. Pourtant, il était aussi tendu qu'un ressort. Son regard glissa sur les dizaines de mortels qui l'avaient précédé. Tous devaient être courageux pour être arrivés jusque-là et déterminés à tuer Méduse. Tous étaient morts à présent. Mais l'étaient-ils vraiment ? Si une lueur de conscience subsistait en eux, alors leur sort était pire que la mort. Persée s'imagina pétrifié, condamné à l'immobilité jusqu'à ce qu'il ne reste plus de lui qu'un tas de gravats. « Ça n'arrivera pas », se répéta-t-il. Ces pauvres types n'avaient pas le soutien des dieux. Rien n'était moins sûr. Qui sait s'il n'était pas le dernier d'une longue lignée de cobayes divins ?
Si ça se trouve, Hermès et Athéna observaient sa progression du haut de l'Olympe, et s'il échouait, il dirait simplement « Ah, encore raté ! Bon, au suivant !» Il se posa devant l'entrée de la caverne et s'avança, son bouclier dans une main et son épée dans l'autre. L'intérieur était sombre et encombré d'autres statues. Persée se fraya un passage entre un guerrier en armure qui brandissait une lance, un autre avec un arc en marbre craquelé, et un type velu et ventripotent vêtu d'un pagne et complètement désarmé. Apparemment, son plan consistait à prendre Méduse par surprise en hurlant, en agitant les bras et en étant encore plus affreux que les Gorgones. Ça n'avait pas marché. Plus il s'enfonçait et plus l'obscurité devenait dense. Les héros pétrifiés l'observaient avec des visages grimaçants. Leurs armes le piquaient dans des endroits sensibles. Enfin, un concert de sifflements lui parvint du fond de la grotte. Un bruit comme pouvait en produire une centaine de minuscules serpents. La bouche sèche, Persée leva son bouclier et distingua à sa surface le reflet d'une femme endormie sur un lit de camp, à une cinquantaine de pieds de là. Étendue sur le dos, les bras repliés sur le visage, elle paraissait presque humaine. Son ventre proéminent soulevait sa tunique blanche. Méduse était enceinte. Persée se rappela brusquement qu'elle avait été punie pour avoir flirté avec Poséidon dans le temple d'Athéna. Est-ce que... Oh, par les dieux! Depuis sa transformation, elle portait l'enfant de son amant divin sans pouvoir lui donner le jour parce que... Oui, pourquoi? Peut-être cela faisait-il partie de la malédiction? Le jeune homme sentit son courage fléchir. C'était une chose de tuer un monstre, mais une femme enceinte... Soudain, Méduse se tourna face à lui dans son sommeil. Une de ses ailes à moitié dépliées frottait le mur de la grotte. Ses bras retombèrent, révélant les serres qui remplaçaient ses doigts. Les vipères grouillantes qui lui tenaient lieu de chevelure se mirent à onduler. Comment pouvait-elle dormir avec toutes ces minuscules langues qui frétillaient près de son oreille? Quant à son visage, Persée se retint d'y jeter un coup d'œil pour vérifier la fidélité du reflet dans son bouclier. Des défenses de sanglier jaillissaient de sa bouche retroussée par un perpétuel rictus, et ses yeux globuleux rappelaient ceux d'un amphibien. Mais sa laideur provenait surtout de ses traits difformes et mal proportionnés. Son nez, ses yeux, son front, son menton étaient si mal assortis que l'ensemble n'avait aucune cohérence. Vous connaissez ces illusions d'optique qui vous donnent le vertige si vous les fixez trop longtemps? Eh bien, le visage de Méduse était 1000 fois pire. Persée ne quittait pas le reflet de ses yeux. Sa main moite de transpiration avait du mal à tenir son épée. La puanteur qui se dégageait de la chevelure du monstre lui soulevait l'estomac. Les vipères semblaient avoir deviné sa présence. Quand il s'approcha, leurs sifflements redoublèrent et elles montrèrent leurs crochets. Les deux autres gorgones étaient invisibles. Elles devaient dormir dans une autre salle. Il fit un pas de plus et se retrouva au chevet de Méduse. Il se sentait incapable de la tuer. Monstre ou pas, elle était enceinte et sa laideur lui inspirait surtout de la pitié. Il aurait plus volontiers tranché la tête du roi Polydecte, mais il avait prêté serment. S'il renonçait maintenant, il n'aurait pas de seconde chance. C'est alors que Méduse le tira de son dilemme. Peut-être les serpents l'avaient-ils alerté, peut-être l'avait-elle senti. En tout cas, elle ouvrit brusquement ses yeux globuleux, poussa un cri aussi perçant que celui d'un chacal qui s'électrocuterait et bondit sur Persée, prêt à le lacérer. Le jeune homme balança son épée à l'aveuglette. Méduse retomba sur son lit. Quelque chose de chaud et mouillé roula sur le sol et heurta le pied de Persée. Quelques vipères agonisantes mordillèrent les lanières de ses sandales. Blah. Il fit appel à toute sa volonté pour ne pas prendre ses jambes à son cou. Avec d'infinies précautions, il rengaina son épée et ouvrit la sacoche en cuir. Puis il s'agenouilla, le regard rivé au plafond, souleva la tête par une poignée de serpents morts, la fourra dans la sacoche et en serra fermement les cordons. Il respira à fond pour la première fois depuis de longues minutes. Il avait réussi. Le corps décapité de Méduse gisait en travers du lit. Son sang s'écoulait sur le sol où il traçait d'étranges motifs tourbillonnants. Persée n'en croyait pas ses yeux. Le sang n'est pas censé faire ça, si. Deux silhouettes se matérialisèrent devant le jeune homme tétanisé et se mirent à grandir tandis que le corps de Méduse se ratatinait jusqu'à disparaître. Soudain, un cheval jaillit de la flaque sombre comme s'il franchissait une porte et se cabra en déployant deux immenses ailes constellées de sang. Persée l'ignorait, mais il venait d'assister à la naissance de Pégase, le premier cheval ailé. Puis la deuxième silhouette s'anima à son tour. Un guerrier en armure dorée, armé d'une épée étincelante auquel on donnerait le nom de Chrysaor, épée d'or. Il faut croire qu'il avait hérité du physique de sa mère, car Persée eut un mouvement de recul en le voyant. Vous vous demandez sans doute pourquoi les enfants de Méduse avaient cette forme et comment ils avaient survécu toutes ces années à l'intérieur de son corps. Qu'est-ce que j'en sais, moi?
Je ne fais que vous rapporter ce qu'on m'a raconté. Si vous êtes tellement attaché à la logique, alors vous vous êtes trompé d'univers. On ne saura jamais si Chrysaor s'apprêtait à remercier son libérateur ou à le tuer. Avant qu'ils aient seulement pu échanger leur numéro de téléphone, Persée heurta un des héros pétrifiés qui se renversa en entraînant un autre héros dans sa chute, et ainsi de suite, comme des dominos. Bientôt, le fracas des statues brisées emplit l'espace. Une voix sifflante s'éleva sur la gauche de Persée. « Méduse, qu'est-ce qui se passe ?»« Un intrus !» s'écria la troisième gorgone sur sa droite. « Au meurtre ! À l'assassin !» Persée portait toujours son casque d'invisibilité, mais il craignait que ça ne suffise pas à le sauver. Il frappa le sol de son talon pour activer ses sandales ailées et sortit de la grotte comme une tornade. Les deux gorgones se lancèrent à sa poursuite. Leurs ailes dorées brassaient l'air dans un vacarme de cymbales qui se rapprochaient. N'osant se retourner, Persée ordonna à ses sandales d'accélérer. Les minuscules ailes lui brûlaient les talons. Quelque chose racla sa semelle, une griffe de gorgone sans doute. Dans un effort désespéré, il effectua un looping et le soleil vint frapper le bouclier attaché sur son dos. Momentanément aveuglés, les gorgones hurlèrent de rage tandis que le jeune homme prenait de l'altitude et s'enfonçait dans les nuages. C'était donc le 4e épisode de notre livre Percy Jackson et les héros grecs. Et si vous voulez approfondir un petit peu, j'aimerais bien que vous fassiez des recherches en fait sur le combat entre Persée et Méduse. Je voudrais que vous me trouviez quel auteur ou quels auteurs, que ce soit des auteurs latins ou des auteurs grecs, comme vous préférez, ça peut être les deux, mais quels sont le ou les auteurs qui ont raconté en fait ce combat entre Persée et Méduse. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de l'auteur, l'œuvre dans laquelle on trouve cette histoire? Et si vous arrivez à trouver sur Internet une traduction de ce passage, de ce combat entre Persée et Méduse, raconté par cet auteur antique, eh bien essayez de lire cette traduction et de me dire si l'épisode se passe vraiment comme c'est raconté dans le livre que je vous lis. Voilà. Donc, pour la prochaine fois, si vous voulez approfondir, faire des recherches sur le combat entre Persée et Méduse, savoir qui l'a déjà raconté parmi les auteurs grecs ou latins, dans quel livre, et éventuellement trouver une traduction de cet extrait pour savoir si ça se passe exactement comme moi je viens de vous le raconter. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur la messagerie Arsène de l'ENT, et je vous dis à lundi pour le prochain épisode.